Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le harcèlement sexuel, c'est aussi à l'hôpital des femmes qui se plaignent, des médecins sans complexe. Témoignage édifiant à suivre dans un instant dès le début de ce journal. Les autres titres, Jean-Philippe. Le lobbying à Bruxelles avec un Monsanto très actif alors que l'Union européenne se décide aujourd'hui sur le renouvellement du glyphosate. Ce sera l'enquête du 8h. Attention, la majorité se fissure. C'est le CETA, le traité commercial entre l'Europe et le Canada. Il divise au sein de la République en marche. Nous irons également dans le désert syrien avec notre envoyé spécial Gwendoline de Bono et des milliers de familles déplacées qui fuient les combats avec les djihadistes. Et puis du cinéma, Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel sort aujourd'hui. 8h15, le secrétaire d'État Benjamin Griveaux sera l'invité d'Europe Matin. Et tout d'abord, ce reportage qui ne manquera pas de vous faire réagir. Le harcèlement sexuel à l'hôpital, infirmière, médecin, un environnement particulier avec son ambiance de salle de garde. Mais parfois, on va bien au-delà de la simple grivoiserie. Le moins qu'on puisse dire ce matin, c'est qu'on est loin d'une prise de conscience. Témoignage édifiant recueilli à l'hôpital, c'est un reportage de Virginie Riva. Sage-femme en salle de naissance, Laura en a marre. Marre de se débattre chaque jour avec un quotidien fait de blagues grivoises et de gestes déplacés. Sa voix a été modifiée car elle a peur des représailles. Premier stage au bloc opératoire, on est toutes passées par là. Vous demandez comment on s'habille. Ils me disent faut se mettre complètement à poil parce que sinon il y a des bactéries dans les sous-vêtements donc il ne faut pas en mettre. C'est pas qu'on est naïve ou bête, c'est qu'effectivement on y croit à leur truc et qu'on arrive complètement à poil sous une blouse. Et après, vous arrivez au bloc opératoire et tout le monde est là, ou alors on vous arrache votre blouse. Moi, on m'a déjà arraché ma blouse, ouais. Je n'hésite pas à mettre des gifles. Mais oui, il y a des filles à qui ça pèse, que ça mine et qui même des fois changent de service. Mais il y a une vraie omerta, donc on n'en parle pas. Pour elle, c'est le fait de toutes les catégories de soignants, médecins, brancardiers, infirmiers, mais plutôt d'âge mûr. Une attitude que ne dénie absolument pas ce médecin d'une quarantaine d'années qui travaille dans un hôpital parisien. Je dis franchement, oui, des fois on met la main au cul comme ça. Oui, si c'est par exemple une jeune médecin qui débarque, l'expression un gros cul, on peut lui dire quoi. On peut s'en servir pour poser nos pintes de bière par exemple. Voilà, c'est tous les jours. Tous les jours, à tout moment de la journée ou de la nuit. Et oui, c'est tout le temps. Ça, non, ça, pour moi, c'est pas du harcèlement. Ça fait rire tout le monde, ça détend tout le monde. C'est un peu notre dérision et notre échappatoire aussi. Effectivement, si on prend la loi, mettre la main au cul d'une collègue, oui, elle pourrait porter plainte contre celui qui lui a fait. C'est vrai. Mais non, c'est de la rigolade. Pas de gêne, pas de malaise, comme si l'affaire Weinstein n'allait pas bouleverser des pratiques répétées depuis les soirées de fac de médecine jusqu'aux salles de garde des hôpitaux. Reportage signé Virginie Riva. Et puis à Caen, la police a ouvert une enquête après des faits de bizutage signalés à la fac de médecine. Également dans l'actualité de ce mercredi, le glyphosate, décision attendue de l'Union européenne. La Commission va proposer un renouvellement de ce puissant herbicide, mais pour 5 à 7 ans et non plus 10, sorte de compromis entre les pros et les antis. Un dossier suivi de près, de très très près, par le géant Monsanto. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. On va parler de lobbying avec vous. Le glyphosate, c'est la molécule phare de Monsanto, une multinationale qui a de gros moyens. J'imagine que ça doit se voir à Bruxelles. Ça oui, ça se voit. Un exemple, hier soir, sur la façade du Parlement européen, on a vu s'afficher le slogan « Le glyphosate, c'est sûr ». L'entreprise a engagé des cabinets de communication pour un montant déclaré d'au moins 1 million d'euros par an. Et bien sûr, on sait désormais qu'elle cherche à influencer la littérature scientifique. Le problème, c'est que ça ne passe pas inaperçu. Écoutez l'eurodéputé belge Marc Tarabella, il s'en prend à un chercheur mis en cause. Rappelons qu'en 2012, M. Curtin, vous avez co-rédigé une étude sur le glyphosate. Ses conclusions étaient largement favorables à son utilisation. Là où cela devient interpellant, c'est que c'est Monsanto qui vous avait commandité cette étude et que la multinationale vous a payé 18 000 euros en échange de celle-ci. En quoi êtes-vous dès lors indépendant? N'est-ce pas contraire à l'éthique? Est-ce que vous êtes toujours crédible en tant que scientifique? Pour contrer ces accusations dévastatrices, Monsanto est passé en mode crise et ses communicants ont proposé de longs tête-à-tête aux journalistes, dont moi par exemple. Alors, racontez-nous l'expérience. Isabelle, c'est quoi? C'est genre lavage de cerveau? C'est étrange, ils vous expliquent que c'est dur de passer pour le gros méchant, mais ce qui frappe, c'est qu'ils essayent à leur tour de salir les chercheurs, ceux qui affirment que le glyphosate est cancérigène. On vous glisse que tel professeur très réputé est en fait payé aux États-Unis par les avocats des victimes présumées de Monsanto. Sous-entendu, lui aussi c'est un lobbyiste. Ça jette le doute sur des experts qu'on croit irréprochables. Alors dans le genre David contre Goliath, Isabelle, est-ce que les ONG arrivent à se faire entendre malgré tout à Bruxelles ?
Ben oui, elles ont aussi des stratégies efficaces. Elles jouent sur les émotions de l'opinion publique. Par exemple, en médiatisant des études au titre choc qui laissent penser qu'il faut jeter vos céréales du matin ou vos glaces. Il y en a eu beaucoup ces dernières semaines. C'est pas un hasard, ça marque les esprits. Et puis elles organisent des coups. Elles se sont ainsi invitées dans un dîner offert par l'industrie aux élus européens et elles ont proposé des cocktails au glyphosate. Et donc à la fin, qui gagne ? Eh bien, Monsanto perd du terrain parce que ce dossier est devenu grand public. Les politiques sont sous pression. Résultat, vous l'avez dit, depuis hier, Bruxelles ne propose plus le renouvellement pour 10 ans. On ne parle plus que de 5 ou 7 ans. L'enquête du 8h signée ce matin, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La politique, Emmanuel Macron a choisi, c'est Christophe Castaner qu'il veut pour diriger La République En Marche. Information des Échos. Officiellement, c'est le Conseil national du parti qui doit élire le délégué général. Convention prévue le 18 novembre prochain. Christophe Castaner, aujourd'hui secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, son arrivée à la tête du parti pourrait entraîner un léger remaniement. Il a confirmé sa candidature ce matin. Europe 1, il est 8h06. Il y a aussi des sujets qui divisent au sein de La République En Marche. Oui, le CETA, par exemple, le traité commercial entre l'Union européenne et le Canada, il doit être adopté par tous les parlements. Le gouvernement va communiquer ce matin pour essayer de rassurer, parce que c'est vrai, certains députés de la majorité n'excluent pas de voter contre. Maxence Lambrec. Attention, pour la première fois, la majorité se fissure. Des députés se rebellent. Ils viennent des milieux écolos, associatifs ou du monde agricole et réclament 30 règles pour mieux encadrer ce traité de libre-échange. Le député Mathieu Orphelin s'inquiète surtout pour la qualité de la viande. On n'a pas du tout les mêmes conditions de production des deux côtés de l'Atlantique. Et avec les collègues, on souhaite qu'il y ait un étiquetage des produits, des viandes et aussi des produits transformés à base de viande qui puissent dire effectivement si la viande, dans la production, il y a eu utilisation de farine animale ou est-ce qu'il y a eu utilisation d'antibiotiques comme activateur de croissance, qui est par exemple courant de l'autre côté de l'Atlantique. Les députés demandent aussi d'interdire l'arrivée des nouveaux OGM, de taxer très fortement les importations d'hydrocarbures non conventionnels comme le gaz de schiste, et ils proposent la mise en place d'un veto climatique qui empêcherait les multinationales de former des recours devant les tribunaux d'arbitrage. Ce matin, le gouvernement semble disposé à répondre à plusieurs de ces attentes pour s'assurer une majorité. Maxence Lambrec, des témoignages forts attendus aujourd'hui au procès d'Abdelkader Merah. Les parties civiles prennent la parole face à celui qui est accusé d'être le mentor et complice de son frère, Mohamed Merah. Il y aura notamment Laoufel Ibn Ziaten. Lui aussi avait un frère, Imad. Il était militaire. Il fut la première victime de Mohamed Merah le 11 mars 2012. Aujourd'hui, sa famille veut envoyer un message de paix. Ça va être difficile parce que ça fait 5 ans que j'attends ça. Je parlais de mon frère, je parlais des derniers souvenirs que j'avais avec lui. J'ai besoin d'exposer ça à la cour pour qu'il comprenne qu'il a fait beaucoup de mal. Je veux qu'il puisse réagir d'une façon humaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un criminel dans le box, c'est pas un humain. Vous espérez l'ébranler? Je suis pas là pour impressionner. Je suis là seulement pour lui montrer qu'il a fait du mal à une famille qui était de confession musulmane. Et j'ai besoin de lui montrer ce message de paix que nous, en tant que musulmans, que nous ne sommes pas dans la même optique et la même religion d'ailleurs que cette famille, Merah. Témoignage recueilli par Salomé Legrand. Et puis l'affaire de la disparition de la petite Maëlys et de vives tensions entre gendarmes et magistrats. Le procureur de Grenoble est en colère contre des fuites sorties dans la presse. Il met en cause la gendarmerie. Accusation péremptoire et scandaleuse, rétorque le directeur général de la gendarmerie nationale. Le parquet a ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction. Cela fait bientôt 2 mois que la petite Maëlys a disparu. Un suspect est toujours détenu, mais il continue de nier les faits. C'est la marée humaine des déplacés syriens. Nous partons dans le désert à l'est de la Syrie. Raqqa est tombé, mais les opérations militaires continuent contre l'État islamique. Et chaque jour, des dizaines de milliers d'habitants prennent la route à pied pour fuir les combats. Notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono s'est rendue dans l'un de ces camps de transit qui reçoivent les déplacés venus de Syrie et d'Irak. Voici son reportage. Le nombre d'habitants qui fuient donne une idée de l'immensité du champ de bataille. Des plaines désertiques qu'a parcouru Omar, tout juste arrivé dans le camp. Le trajet lui a pris 3 jours depuis sa ville d'Abou Kamal, située à 500 km sur la frontière irakienne. Nous sommes partis à l'aube, on a profité des bombardements car les djihadistes n'étaient pas visibles. On a dû passer par l'Irak pour de nouveau entrer en Syrie et venir jusqu'ici. Je dois y retourner pour chercher ma soeur et ma mère malade, mais les autorités ici ne me laissent pas partir. Il faut que j'y retourne car si l'État islamique nous voit ici, ils vont s'en prendre à elle. Avant-hier, 4500 personnes sont arrivées dans un des camps. C'est l'une des situations les plus complexes que j'ai eu à gérer, reconnaît Roupen Alexandrian du Haut Commissariat aux réfugiés. Ce flux de déplacement, c'est grand, c'est rapide, c'est constant. Arriver au camp, ça signifie
recevoir une tente, d'autres assistances et une boîte de nourriture. Mais réellement, on n'arrive pas à faire tout ça à la fois. Par exemple, un des camps d'Ainissa a une capacité de 8500 personnes et maintenant, c'est à peu près 20 000 personnes qui sont là-dedans. L'autre défi, c'est la sécurité. Parmi ces réfugiés du désert, certains ont fui les bombardements plus qu'ils n'ont fui l'État islamique. Ce qui n'empêche pas les djihadistes de les considérer comme des cibles. Il y a 10 jours, 2 voitures piégées ont explosé à l'entrée d'un camp de réfugiés. À Aïnissa, Gwendoline Debono, Europe 1. Retour en France avec une visite pour donner de l'impulsion. Message de l'Élysée alors qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Saclay en banlieue parisienne. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Saclay, c'est le lieu emblématique où se joue une partie de l'avenir de la recherche française. Oui voilà, Saclay regroupe 11 000 enseignants-chercheurs, 15% de la recherche publique française, près de 80 000 étudiants. Depuis 10 ans, l'État dépense énormément d'argent et d'énergie pour en faire un phare d'excellence universitaire à l'échelle mondiale, un phare comme le MIT, comme Cambridge. Problème, ce projet ambitieux bute sur les querelles classiques et bien françaises entre grandes écoles et universités. Vous parlez de querelles, Nicolas, concrètement, qu'est-ce qui les sépare ? Alors en fait, c'est le choc de deux mondes. D'un côté, le monde des grandes écoles comme Polytechnique, symbole de sélection, d'excellence, d'autonomie, et le monde des universités avec des lourdeurs, des conseils d'administration de 100 personnes, la sélection qui reste largement tabou et puis une vraie fausse autonomie. Saclay devait être un MIT à la française en réunissant les deux mondes pour devenir un formidable pôle d'attraction de classe mondiale. Au lieu de cela, Emmanuel Macron va entériner tout à l'heure un projet moins ambitieux avec deux pôles, l'un autour de Paris-Sud et l'autre autour de Polytechnique. Ça reste un beau projet, bien sûr, mais cela montre combien il est difficile de faire bouger ce monde universitaire, sujet crucial pour l'avenir du pays et sur lequel on attend du président davantage d'ambition et de vision. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Mercredi, jour de sortie au cinéma avec le nouveau film d'Albert Dupontel. Au revoir là-haut, ou l'adaptation audacieuse du Goncourt de Pierre Lemaitre au lendemain de la Grande Guerre. Mathieu Charrier a vu, il a beaucoup aimé. Au revoir là-haut, c'est un film sur le jeu des masques. Masques qui cachent et masques qui tombent. Qui cachent d'abord donc le visage de ce soldat dont toute la mâchoire a été arrachée par un éclat d'obus juste avant la libération. À l'écran, ça donne des masques magnifiques que Nahuel Pérez Biscayar, l'acteur principal, interchange au gré de ses humeurs. Le fait de devoir jouer masqué et de créer une voix un peu de gorge détruite, et dans ce cas, c'est le corps. Et c'est ce qu'on a cherché, une gestualité un peu de la commedia dell'arte. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après Il dit on se barre avec la caisse. Quant aux masques qui tombent, ce sont les histoires familiales qui se révèlent au cours du film. Celles des Péricourt notamment, qui ont fait leur fortune sur le dos des soldats morts. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. D'affaires, pas de vertu. Une dimension politique très présente dans le livre de Pierre Lemaitre et qu'Albert Dupontel tenait à faire ressortir dans son film. J'ai lu un pamphlet déguisé élégamment contre le monde actuel. Les Péricourt, c'est des grands capitalistes. Pradel, c'est le tueur social basique qu'on connaît partout. Ça tombe bien, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà. Ce qui donne un film de près de 2 heures, intelligent. Il faut dire qu'Albert Dupontel a réécrit 13 fois son scénario, mais aussi magnifique visuellement, avec une reconstitution historique réussie grâce notamment à un budget de 20 millions d'euros. Mathieu Charrier. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe.